Donc bienvenue à tous sur cette session. Alors pour tout vous avouer, elle n'est pas encore tout à fait sèche la peinture, donc il est possible que je me prenne les pieds dans le tapis. On va voir ça. C'est un talk que j'ai emprunté d'un de mes collègues, Philippe, vous verrez tout à l'heure sur mon site web notamment, et qui parle de comment monitorer vos microservices avec tout un tas de fonctionnalités qui sont évidemment liées à ce qu'on fait chez Elastic. En fait, il a été inspiré, quand il a écrit ce talk-là, par ce tweet qui disait qu'ils avaient remplacé leur monolithe avec plein de microservices et que maintenant, en fait, quand ils ont une panne, eh ben, c'est résoudre une enquête policière pour arriver à trouver qui est le coupable finalement, parce qu'il y a tellement de logs partout, dispersés partout, plein de petits services que ça devient très compliqué d'arriver à trouver la bonne information. Imaginez, vous devez aller ouvrir chaque log de chaque microservice, donc vous faire un SSH sur chacune des machines, pour peu que vous ayez les adresses. Et puis après, vous essayez de faire un tail, mais finalement, vous avez basculé d'un service à l'autre. Enfin, ça devient très problématique. Alors peut-être que vous connaissez cette vignette qui dit que bon, tout va bien, hein, c'est juste un petit peu de feu autour de moi. En fait, tout va bien jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement, il y a le feu partout et qu'on aurait peut-être dû commencer à éteindre le premier début d'incendie pour éviter que ça se propage et maintenant d'avoir à éteindre absolument partout. Alors pour arriver à ça, on a besoin de collecter de l'information. Et nous, notre idée, c'est de dire qu'il vaut mieux collecter tout ce que vous pouvez. Donc que ce soit des logs, des pings, des informations sur la performance. Plus vous pouvez en collecter, mieux ce sera. Donc je suis développeur et évangéliste. On dit aussi avocat des fois, c'est pour ça. Chez Elastic, depuis bientôt 6 ans. Et alors ce que je fais principalement, c'est que je fabrique des applications de type Hello World. Et alors elles sont monitorées en général, ces applications. Mais ça se limite à ça en ce moment. Depuis que je suis évangéliste, c'est plus de l'Hello World que je fais. C'est ce que je viens de dire ici. Le seul truc, c'est que mes applications Hello World, normalement, elles sont monitorées. Et elles ressemblent quand même, ici, dans ce cas-là, à des applications réelles. Par exemple, il y aura du HTTPS entre les services, etc. Donc ça ressemble quand même à quelque chose de réel. Alors là, j'ai utilisé ce que mon collègue Philippe avait développé, donc son appli de démo. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, vous pourrez regarder le code source d'ailleurs de cette appli. Il est disponible sur GitHub ici. Quand je partagerai les slides, vous pourrez revoir cet endroit si vous voulez, pour rejouer vous-même éventuellement ce que vous aurez vu. Alors, on va parler un petit peu de l'application en question. En réalité, elle est très simple. Il n'y a pas de choses super hype, il n'y a pas de discovery, il n'y a pas de load balancing, ce genre de choses. On prend un cas simple, mais ça pourrait s'étendre vraiment sans difficulté, ce cas simple. Dans notre exemple, tout sera déployé dans le cloud. On va voir avec le réseau comment ça se passe. Ça tourne sur AWS. Alors c'est AWS la version la moins chère. Là, on a pris AWS Lightsail. C'est automatisé avec Terraform et Ansible pour déployer. L'environnement, c'est de l'Ubuntu 16.04 avec des VM. On utilise le service Elastic Cloud. Donc toutes les données qu'on va collecter vont être envoyées vers ce service cloud qui tourne aussi en l'espèce sur AWS. Et l'offre cloud contient tout ce dont vous avez besoin pour faire votre monitoring. Alors tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui est disponible gratuitement. Alors sauf cloud évidemment, hein, si vous utilisez cloud, vous payez, c'est du service à la demande, mais si vous déployez vous-même en local, tout ce que je vais vous montrer est disponible gratuitement dans une version avec notre licence basique qui est gratuite. Le code est ouvert d'ailleurs. Nous voilà. Donc chez Elastic, qu'est-ce qu'on édite On édite Elasticsearch, outil d'indexation de recherche. Qui ne connaît pas du tout Elasticsearch ici? Il y a quelques personnes. Ok. Donc moteur d'indexation et de recherche. Kibana, c'est la visualisation pour visualiser les données qui ont été collectées. Et puis on peut collecter des données de différentes façons, soit en utilisant des agents. Alors c'est ce qu'on va utiliser ici dans le cadre de la démo, des agents qu'on appelle les bits. Donc on va voir qu'il y a différents agents qu'on peut utiliser qui collectent des métriques, des logs, n'importe, et qui les envoient vers Elasticsearch. C'est indexé et on visualise ça dans Kibana. C'est le process, c'est ça.
Logstash, c'est un ETL. Ici, on ne l'utilise pas dans notre cas. On n'a pas besoin de faire d'enrichissement dans notre cas. Tout l'enrichissement qu'on aurait besoin de faire est déjà fait ici dans Elasticsearch, donc on n'a pas besoin d'un truc plus compliqué dans notre cas. On a aussi un autre type d'agent particulier qui est relatif à l'APM. Donc c'est un équivalent des bits, on pourrait presque le mettre à côté ici, la partie APM agent, qui aussi va envoyer de la donnée, alors non pas vers Elasticsearch, mais vers un serveur APM, et qui va ensuite envoyer tout ça vers Elasticsearch, et on aura une visualisation dans Kibana. Et ça, je vais vous le montrer de toute façon. Donc basé sur notre stack, là, ici, celle qu'on édite, qui est en pure licence Apache, celle-là, on édite des solutions au-dessus de tout ça. Vous pouvez avoir des solutions pour les métriques, pour l'APM, on va avoir les business analytics, la security analytics, etc. Des fonctionnalités pour fournir du search as a service, mais plus que de l'Elasticsearch as a service, vraiment une fonctionnalité de recherche, genre autocomplétion de votre site web, très facile à déployer. On a fait l'acquisition d'une boîte qui s'appelle SwiftType pour ça et qui nous propose ces 3 modules-là. Si vous voulez plus d'infos, vous viendrez voir notre stand et puis on vous expliquera tout ça. Donc vous pouvez déployer tout ça soit vous-même, vous téléchargez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous faites ça, c'est complètement gratuit ce que je vais vous montrer, vous faites ça. Ou vous déployez via Elastic Cloud Enterprise, qui est notre offre aussi commerciale qui permet de manager, de déployer vos clusters en un clic. Et Laurent pourrait vous faire des démos sur le stand si vous voulez. Et si vous ne voulez pas le manager vous-même, vous avez l'offre SaaS dont j'ai mentionné tout à l'heure le nom, Elastic Cloud, qui tourne aujourd'hui sur AWS et Google Cloud Platform. À ne pas confondre avec le service Elasticsearch par AWS, ça n'est pas du tout la même chose. Vous n'aurez jamais les mêmes fonctionnalités dans le service fourni par AWS. Qu'est-ce que je dois vous montrer? Ah oui, alors, notre plateforme, qu'est-ce qu'on a? On a une application front-end qui va se connecter à un back-end. Et sur chacune de ces 2 machines, en fait, j'ai déployé les petits agents dont j'ai parlé, les composants bits de tout à l'heure. Donc j'ai déployé audit-bit, file-bit, metric-bit et packet-bit. Alors audit-bit va faire de l'audit de sécurité, il va regarder les fichiers notamment de logs et plein d'activités de ce type-là, il va remonter ça. FileBit, c'est pour les logs. Il va streamer les logs que vous allez collecter. Ça peut être les logs applicatifs, ça peut être des logs système, ça peut être plein de logs différents. MetricBit va collecter des métriques système, voire des métriques applicatifs. Par exemple, nous, on va collecter des métriques JMX aussi, via JMX. PacketBit, lui, il va se mettre au niveau de la carte réseau, et il va décortiquer tous les protocoles qu'il connaît. Genre, vous faites une requête MySQL, et hop, elle va être indexée dans Elasticsearch pour voir quel est le trafic qui est échangé, par exemple, entre ce serveur-là et ce serveur-là, ou vos appelants et ce serveur-là. Tout ça, vous allez pouvoir le monitorer. On a fait la même chose de ce côté-là, et on a rajouté aussi un autre petit composant à part, qu'on a appelé le moniteur, donc un autre déploiement. Et lui, ce qu'il va apporter en plus, en réalité, c'est cette fonction qui nous intéresse, qui s'appelle Heartbeat. Heartbeat, son rôle, ça va être de faire un ping régulier sur chacun des services que vous voulez monitorer pour voir s'ils sont toujours up ou pas et quel est leur temps de réponse. Donc lui, c'est ce qu'il va faire, il va passer son temps à pinguer le back-end et pinguer le front-end pour voir s'il tourne. Et en même temps, vu qu'on a dit que nous, on aimait bien monitorer nos trucs, on va même monitorer le truc sur lequel tourne le moniteur. Enfin, voilà, pour être sûr de son état de santé aussi. Tant qu'on y est. On a dit qu'on aimait tout collecter. C'est déployé dans Elastic Cloud. Alors une des nouveautés pour ceux qui connaissaient Elastic Cloud déjà, mais qui ne connaissent pas les dernières versions, dans Elastic Cloud, maintenant vous pouvez choisir le type de fonctionnalité que vous allez couvrir avec l'instance que vous voulez déployer. Si par exemple vous voulez faire plutôt du search, plutôt que du data analytics, vous allez peut-être, ou du log, vous allez peut-être avoir besoin plus de puissance processeur pour exécuter vos recherches, mais moins d'espace disque. Si vous voulez faire du log, au contraire, vous voulez beaucoup d'espace disque, mais vous n'avez peut-être pas besoin beaucoup de puissance, etc. Si vous voulez faire du machine learning là-dessus, vous allez devoir avoir des machines un peu dédiées, costauds, pour faire tourner ça. C'est ce qu'on appelle dans notre langage les dynamic node types. Et quand vous déployez votre instance, vous choisissez un modèle, par exemple, et alors là, je pense que c'est pour faire du machine learning et des logs, vraisemblablement. Et il va déployer les instances pour vous, les monitorer, il va déployer votre Kibana, il va déployer tout ce qu'il vous faut là-dessus de façon correcte. Ok, on va y aller. C'est là. Ça marche? Ouais, c'est bon.
Ok. Vous m'entendez? Non, bon, pas très bien. Peut-être faut que j'approche ça. Là, c'est mieux. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà ce qui tourne. Donc là, en fait, j'ai donc mes deux applications back-end et front-end qui tournent. En gros, quand on va se connecter, mais vous allez le faire tout à l'heure. Ah oui, il faudra sortir vos téléphones si vous voulez jouer avec ça, m'aider pour la démo. Votre téléphone ou vos ordinateurs, vous connectez au réseau si vous y arrivez. Donc j'ai mes deux applications qui tournent et puis éventuellement on va collecter de l'information sur ces applications qui tournent. Donc j'ai donc mon Kibana qui tourne dans Elastic Cloud là, et je vais commencer par aller découvrir un petit peu ce que j'ai comme données. Ah, ça va bien commencer si j'ai pas de réseau. Si, c'est bon. Ici. Donc là, j'ai différents index. En fait, je vous ai parlé qu'on collectait des données avec FileBit, avec Heartbeat, avec PacketBit, avec MetricBit. Ben, en fait, chaque donnée va dans son propre index. Et ensuite, on peut aller simplement faire de la recherche classique. Alors si par exemple, je vais dans FileBit ici, je peux regarder tous les logs que j'ai collectés. Donc j'en collecte. Là, c'est sur les 15 dernières minutes. Je vais faire un auto-refresh, comme ça on le verra arriver. Donc on voit les logs qui sont collectés. Alors qu'est-ce que j'ai comme log? Je vais stopper quand même. On peut regarder ici. Vous arrivez à lire? Ouais. Donc c'est collecté par FileBit. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les logs qui viennent du front-end, par exemple. Celui-là, il vient du front-end. Je peux d'ailleurs aller filtrer pour voir que les logs du front-end, si je clique. Voilà, maintenant, je ne vois que les logs du front-end. Et si je ne veux pas les logs du front-end, est-ce que j'ai les logs d'autres choses? Ouais, je dois avoir les logs du... C'est quoi cela? Du back-end. Ok, donc tout va bien. Donc je collecte au même endroit toute l'information. Elle est timestampée, donc du coup je sais quand j'ai des logs à la même date qui sont passés du front-end au back-end, ça me permet de le voir assez simplement tout ça. Si les horloges sont synchronisées, il faut synchroniser vos horloges. Hein. Oui, si vous ne faites pas ça, c'est pas bon. Pour vous montrer ce qui tourne, dans la suite Elastic, il y a le monitoring que vous pouvez activer, c'est en un clic. Hein, quand vous désinstallez la suite Elastic, vous allez dans l'onglet monitoring, et si ce n'est pas activé, vous dites hop, j'active le monitoring, et automatiquement ça va activer pas mal de choses. Donc notamment ce qui tourne, donc j'ai ici un Elasticsearch qui tourne, j'ai 4 nœuds, j'ai 70 index, c'est beaucoup des index de log, j'ai mon Kibana qui tourne, et ce que je voulais vous montrer surtout, c'est les bits qui sont ici. Donc on voit en fait les agents bits qui tourne. Donc j'ai 3 agents audit bit, ben ouais, c'est pour mes 3 instances, 3 agents file bit, 3 agents metric bit, 3 agents packet bit et un heart bit qui tourne sur l'instance monitor. Donc ce qui est bien, c'est que les bits sont monitorés aussi. D'ailleurs, vous pouvez cliquer dedans, aller voir où est-ce qu'il tourne. Par exemple, on peut aller voir tiens, le metric bit de celui-là. Metric bit voilà, du front-end. Et là, vous allez voir aussi des informations, est-ce qu'ils collectent bien de l'information tout le temps, etc. Donc ça, vous pouvez aussi le superviser, vérifier que vos agents tournent toujours aussi. C'est des choses que vous pouvez faire éventuellement. Bref, ce n'était pas le sujet. Alors, on peut bâtir nos propres visualisations si on a de la donnée dedans, mais en fait, ce qui est bien, c'est que tout est fourni out of the box. Quand vous installez les agents bits, ils vont automatiquement provisionner des visualisations et des dashboards pour vous. Donc vous n'avez pas trop à vous en soucier. Donc vous allez dans Dashboard. Vous avez vu, il y a plein de choses déjà qui existent. Et qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir Metric Bit. Metric Bit. J'ai un Metric Bit System Overview quelque part. Voilà, celui-là. OK. Donc là, j'ai les données Metric Bit ou File Bit de tout à l'heure qu'on voyait qui étaient vraiment du JSON et tout. Bah, cette fois, maintenant, j'ai une visualisation qui, là, me donne un aperçu de tout ce qui est collecté avec Metric Bit. Donc, globalement, mon usage CPU, ma mémoire, mon disque. Et je peux aller voir individuellement les différents éléments. Si je vais voir spécifiquement le front-end, bah, voilà, j'ai des métriques sur le front-end. Et là, je peux analyser... tiens, est-ce que par hasard, j'aurais pas un petit peu trop de trafic entrant ou sortant sur la partie réseau tout ce genre de métriques qui peuvent être intéressants. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs ici? Là, il y a un petit pic. Apparemment, au niveau CPU... je vais revenir en arrière, pardon. Je suis allé où? Je suis allé sur le front-end. Non, je vais aller voir le back-end pour voir. Back-end. Ok.
je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à avoir un petit pic de mémoire. J'en ai pas, a priori. Je voulais voir un petit pic ici, mais je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est ça. Ok. On va quand même essayer d'aller faire une visualisation pour voir si on peut voir des choses. On va voir. Donc je vais créer ce qu'on appelle donc une visualisation ici. Je vais utiliser ce qu'on appelle le Time Series Visual Builder, qui est dédié aux données de type Time Series. J'étais dans quel... pardon, j'étais sur les logs, je crois. Ah oui. C'est pas sur les logs que je veux être sur les métriques. Métriques, et je veux pas de filtre. Oui. Ok. Donc je recommence. Je recommence ici. Je fais une visualisation ici. Donc, c'est toutes les données globalement que j'ai collectées ici qu'on voit. Au lieu de faire un compte, ici, je vais faire en fait une somme. Une somme, elle est où? Ici. Sur un champ, je vais voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la mémoire. Hein. Je vais aller voir dans le champ qui s'appelle system.memory.used.bytes. Ok. Ouais, j'ai des tout petits pics. Je m'attendais à un petit peu plus de pics que ça, mais bon. Ils sont difficilement visibles, ceux-là. Donc je vois mes informations. Alors là, vous voyez, les données, c'est des valeurs qui ne sont pas très très lisibles. Si je vais ici, par exemple, on voit 2 milliards 840. Enfin bon, c'est pas très très joli ce truc-là. Donc on peut aller dans les options ici et dire finalement c'est des bytes. Et donc là, il formate automatiquement pour vous. On sait que maintenant c'est 2,7 gigabytes, c'est plus lisible. Là, je vois mes données, quelle que soit l'instance. C'est-à-dire que je collecte mes métriques sur monitor, back-end et front-end, quelle que soit l'instance. Donc tout est agrégé. J'ai peut-être envie de découper ça par instance. Donc au lieu d'avoir ce group by everything, qui est en fait pas de groupe du tout, je vais dire groupe-moi par le nom de l'instance. Alors quel est le nom, le champ déjà? Process.name. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est le bits.name, je crois. Bits.name, c'est celui-là. Ok. Ok. Donc ici, je vois que ouais, j'ai un petit pic sur le front-end, mais j'ai rien de spécial sur le back-end. Le back-end est très très stable. Ok. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ajouter une nouvelle donnée. Ici, on peut rajouter plusieurs séries. Et cette fois, au lieu de faire le system memory use bytes, on va prendre quelle est le RSS byte. Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus ce que c'est que ce RSS byte. Je vais faire la somme, pareil. C'est quoi? Ah ok, merci. Je ne me rappelle plus. Donc c'est celui-là. Hop, je l'ai sélectionné. Donc là, c'est celui que je vois en ce moment. Et je vais splitter par process. Process.name. Ok. Donc là, on voit maintenant la même information. Celle-là, je pense que j'en ai plus besoin. Par process, cette fois, quels sont les process qui consomment le plus de mémoire au cours du temps. Donc on voit que c'est celui-là, OS QueryD, qui a priori me consomme de la mémoire. Okay. Ouais, c'est ça. D'accord. Avec ça, donc si je retourne ici dans mes dashboards, je peux aussi aller voir sa métrique, j'ai déjà fait. Earned bits. Mes différents services qui tournent. Voilà, j'ai ici les services que je suis en train de monitorer, avec les temps de réponse, etc., des différents services, donc différentes informations. Alors, c'est là où je vais avoir besoin de vous. Vous allez aller sur cette URL
xeraa.whatthefuck. Vous pouvez faire un QR code. Et dessus, vous allez avoir des liens pour faire différents types d'appels. Vous voyez, il y a des appels lents, il y a des erreurs 404, si vous avez un ordinateur et que vous voulez envoyer du trafic, essayer de tuer le service, vous pouvez aussi. Je sais pas, je donne des idées comme ça. Si vous voulez essayer de faire des connexions SSH pour voir si vous arrivez à vous connecter, comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Puis on va voir ce qui se passe. Donc moi je vais essayer aussi, je vais faire quelques options. Donc sur ce site Xira What the Fuck, donc je commence, je fais juste un simple 200. Ok, c'est un Hello World. Je rafraîchis, j'en fais plusieurs, comme ça j'en aurai un petit peu. En espérant qu'il tourne. On peut faire aussi, vous pouvez passer un paramètre ici, name égal, et puis ce que vous voulez, y compris un emoji si vous voulez. Pourquoi pas. Putain, je vais changer, je vais mettre Jug Summer Camp. Jug Summer Camp. Ok, on passe quelques petites informations. Alors on va regarder ce qui se passe au niveau de paquet bits. Je vais commencer par aller ici. On va voir si déjà on a augmenté le trafic. Parce que jusqu'à présent j'étais tout seul. Donc sur les 15 dernières minutes, est-ce que le trafic a augmenté? Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de trafic dernièrement, effectivement. Si je peux peut-être zoomer sur les 5 dernières minutes. Ah, c'est ici. Relative, 5 minutes. Ok. Et puis on fait un auto-refresh. Allez. Ok. Donc on voit qu'il y a un petit peu plus de trafic. Alors qu'est-ce qu'on a comme type de... Des codes 200. C'est quoi, non? Ah non, c'est les temps de réponse, pardon. Non, c'est ça. Et est-ce qu'on a des erreurs? Ah oui, on a pas mal d'erreurs en fait qui arrivent, avec des temps de réponse, vous voyez, qui sont donnés. Des HTTP, des HTTPS. Okay. Bon. Est-ce qu'on a des géolocalisations par hasard? Je vais rafraîchir. Si on a des adresses IP géolocalisées, mais ça ne doit pas être le cas. Non, j'ai pas ça. Sinon, on se verrait sur la map. J'avais espéré qu'on voit quelque chose du côté de La Rochelle. Mais... Donc là, on ne voit pas. Alors, PacketBit, c'est comme un Wireshark. Donc là, il a juste regardé typiquement ce qui se passait au niveau de la couche réseau. Si on va dans le détail, puis on peut aller voir dans le détail des flux, quels sont ceux qui me génèrent le plus de trafic en ce moment, par exemple? Alors, ceux qui créent le plus de trafic, c'est cette adresse IP-là. Je ne sais pas si c'est une d'entre vous. Et celle qui reçoit le plus de trafic, c'est cette adresse IP-là, a priori. Donc, alors ça, je pense que c'est peut-être en fait, ça doit être mon front-end qui me génère beaucoup de trafic sur le back-end. Parce que globalement, c'est ce qui doit être en train de se passer. Mais après, pour ceux qui se connectent en direct, ça doit être une de ces adresses, celle-là qui doit arriver derrière. OK. Je vais me connecter à la machine front-end. On va voir ce qu'on peut récupérer d'autre comme information. Donc là, je suis connecté, j'espère, oui, c'est bon, sur la machine front-end. Et ce que je peux aller regarder, c'est les logs. Alors j'ai un NGINX qui tourne devant mon service. Et donc j'ai un access log, ici. Est-ce que c'est mon mot de passe? Du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, mon mot de passe va être enregistré dans la vidéo. C'est super. Ok. Donc, ah oui, il y en a qui génèrent du trafic. Il y en a qui a fait une sorte de batch. Ça y est, ok. Il y en a qui font du good et du nul et du... Voilà, il y a pas mal d'erreurs. Ah, il y a eu un... téléphone. Donc en fait, on voit qu'il y a tout un tas de logs qui sont générés. Ces logs-là, l'idée c'est de les envoyer vers Elasticsearch pour pouvoir en bénéficier et de faire nos recherches après dessus. Alors là, c'est des logs qui sont c'est du format NGINX. Alors avec FileBit, on a maintenant la notion de module, ce qui veut dire qu'on a configuré FileBit en lui disant spécifiquement sur cette machine, tu vas avoir du NGINX qui tourne.
Et donc ce que va faire Firebit, c'est qu'automatiquement il sait dans quel répertoire sont générés les logs, et il sait aussi comment transformer ces logs. Il sait exactement que la première partie c'est une adresse IP, après qu'il y a le user auth, je sais pas trop quoi, après il y a un timestamp, après il y a le verbe, HTTP, il y a l'URL, il y a les temps de réponse, etc., etc. Et donc tout ça, il a configuré tout un tas de choses dans Elasticsearch pour que vous n'ayez rien à faire, et ce parsing de lignes de log, il est fait automatiquement pour vous avec Firebit. Si on regarde d'ailleurs, donc avec Firebit maintenant, on va aller voir ici. Est-ce que j'ai du Firebit? Firebit. Voilà, Firebit Overview. Donc là on voit, ah tiens, cette fois on a des, comme vous aviez des adresses IP, cette fois hop, on a de la géoloc a priori. On va aller voir un petit peu. Alors, où est-ce que ça tourne? Ah non, c'est Paris. Quelqu'un a un VPN qui remonte à Paris et qui envoie les... Non. Bon, peut-être. Ou alors c'est le réseau du Jug Summer Camp qui repasse par Paris, on s'arrête. Donc là on voit du coup les logs NGINX dont je vous parlais, qui ont été remontés, et on voit qu'ils sont bien tous traités. Hein. L'URL, vous avez vu, elle est bien lisible de façon séparée. Les OS, on voit que vous êtes majoritairement en over, en OS, et après c'est quoi? C'est Android. Ok. Quels sont les types de requêtes qui sont faites? Les browsers, vous faites beaucoup de curl. Ouais, ça c'est pour le batch, je suppose, hein, mode batch. Et après, il y a quoi? Donc du Java, je sais pas ce que c'est, Firefox, Chrome, etc. Donc tout ça, ça a été parsé depuis cette ligne de log qui a été extraite, comme je vous le disais tout à l'heure. On n'a pas que ces logs NGINX sur notre machine, sur notre service. On a aussi les logs applicatifs. Donc, s'il y a un log apps, j'ai les logs de mon front-end. Si je fais ça, oh, j'ai des belles stacks. Ok, il y a des gens qui font des erreurs 500, je suppose, qui doivent faire des trucs. Ah, j'ai plus rien sur le front-end, bizarre. Tac. Ah, oui, d'accord. Donc vous avez tué mon. Ok, vous avez réussi à la tuer. Donc là, je vais être emmerdé du coup pour la suite. Parce que j'ai pas. C'est mon collègue Philippe qui le maintient, et donc c'est lui qui me donne les trucs. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer quand même ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, vous avez tué NGINX. Si je regarde en fait ces logs, pardon, je vais pas faire un tail, je vais faire un VI. Sinon un tail moins 200. Oh merde, c'est pas bon. C'est pas celui-là que je voulais prendre. /apps frontend.log. Ok. Si je regarde dans ces logs, vous avez vu, on a des traces de ce type-là, des traces Java, avec des belles stack traces. C'est vrai que c'est un peu chiant ça à parser dans les logs. C'est pas top top. Là, pour la simplicité de la chose, et en fait, c'est même à la limite ce que je vous conseillerais, c'est nous, ce qu'on a généré, c'est qu'on a utilisé Logback dans notre projet, et on lui a dit, au lieu de générer des logs plats, enfin, pas au lieu, mais en plus, génère en plus tes logs en format JSON. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, comme on a du JSON, avec Firebit, on va pouvoir aller lire directement les lignes de JSON sans avoir à faire de transformation, on les ship directement vers Elasticsearch. Donc ça, c'est beaucoup plus simple à faire. Si vous avez vos logs directement en JSON, c'est encore mieux. Donc je vais retourner dans l'onglet Discover. Du coup, on va voir ici. Ah, effectivement, j'ai plus de trafic. Hein. Vous m'avez bien tué mon service. Discover. Ok. Je vais aller sur Firebit. Donc dans les logs, on va regarder du coup une application. Ah oui, je vais le faire d'ici. Donc vous pouvez faire application Java. Donc trouve-moi tous les logs. Donc l'application est Java. Donc voilà nos logs. Ouais, vous avez tué les trucs. Et si on regarde à l'intérieur, on a du JSON Severity, ici par exemple. Alors vous voyez notre stack trace de tout à l'heure là, elle est toute belle, elle est bien en un seul morceau, quoi, comparé à ce qu'on aurait pu faire avec à la main, quoi. On peut aller voir toutes les erreurs. Si je filtre
la sévérité par erreur pour voir juste les erreurs Java. Il doit me le faire. Tiens, je vais mettre ça. Et je vais dire sur les 15 dernières minutes. Tac. Donc là, on voit maintenant tous nos logs qui ne sont que des erreurs qui ont été collectées dans les logs applicatifs. Okay. Une chose qui est intéressante aussi, comme on tourne dans des containers, et dans le cloud surtout, automatiquement, Filebit est au courant de ça et va récolter les métadonnées au niveau du cloud, notamment les zones de votre instance, votre ID d'instance, etc., sans que vous ayez à vous soucier de ça. Et donc, ça va vous permettre de savoir, quand vous avez plein de microservices éparpillés sur plein de machines différentes dans le cloud, de savoir exactement d'où vient cette information et ce log-là. Donc ça, vous n'avez même pas besoin de configurer ça, et il le fait automatiquement. Qu'est-ce que je vais faire ? 43, oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oui, ça c'est bon. Alors, ce que je voulais faire, c'était regarder... Oui, donc le JSON stack hash, là, ce qu'on a vu. Ce truc-là. Ça, c'est super pratique. En fait, à chaque fois que vous avez une stack trace qui est générée dans votre code Java, du coup, il va calculer un hash avec toutes les informations qui sont assez statiques, finalement, de votre trace. Et ça va vous permettre de faire quoi ? Ça va vous permettre de corréler le même style d'erreur, le même style de stack trace, combien vous avez de styles de stack trace, ou de cette stack trace en particulier, à travers le temps. Donc cette pile-là, Connection Reset, est-ce que j'en ai vu beaucoup, par exemple, ou pas ? Donc ça, on peut essayer d'aller voir ça. On peut faire aller dans Visualisation. On va en faire une nouvelle. On va faire un vertical bar sur notre Filebit. OK. Et l'axe des X, on va faire un count, c'est ça, et on va grouper sur le champ qui s'appelle JSON stack hash. Ok, je vais en mettre 20, je ne sais pas combien j'en ai. On va voir. Donc voilà, le type d'erreur, vous avez 2270 erreurs, dont le hash est FC 904, etc., etc. Donc ça, si vous voyez beaucoup de ce type d'erreur qui est très fréquent sur votre applicatif, vous pouvez dire, c'est peut-être la première sur laquelle je vais aller enquêter, plutôt que de prendre cette stack trace qui a beaucoup moins d'intérêt pour moi, parce que celle-là, il y en a beaucoup plus en fait dans mon applicatif. Okay. Donc le fait de générer ce hash peut être super utile. C'est le bit, le composant bit qui le fait. Ok. Sur le truc monitor, ça devrait être flagrant. On a vu que on avait Heartbeat qui tournait. Donc on va aller voir notre Heartbeat à nouveau. Heartbeat HTTP monitoring. Là, on devrait voir que vous lui avez fait du mal, sans doute. Alors effectivement, il y a un service qui est down depuis quelques minutes. On va voir lequel est-ce. Normalement, je devais l'arrêter moi-même, mais bon, vous l'avez fait, c'est très bien. Donc, je vais aller prendre mon service front-end. Je vais le stopper quand même. On va voir si jamais c'était pas celui-là. Est-ce qu'il se réactualise tout seul, celui-là ? Vas-y. Donc là, j'ai éteint le front-end. Je ne sais pas s'il était up ou pas. Et on va voir si il le détecte, ou si je le redémarre, en fait, on va voir. Alors, pour savoir quel service est down, il faut cliquer ici, je pense. Si on clique ici, on voit que c'est le NGINX que vous avez tué, en fait, qui est en frontal avant. A priori, c'est celui-là. Donc je vais l'enlever. Par contre, j'ai dû normalement éteindre aussi mon front-end, normalement. Enfin, j'aurais dû l'éteindre. Je vais redémarrer au cas où.
Ben, je ne pense pas. Normalement, il n'est pas censé passer par Nginx. Il est censé aller directement. Ouais, je pense qu'il doit aller directement sur le service. Là, je ne me rappelle. Oui, tu as raison. Oui, c'est bien le front-end qui est down, en fait. D'accord. Oui, mais du coup, je- alors je l'ai redémarré, mais j'ai pas redémarré Nginx. Donc si jamais c'est Nginx que vous avez tué. Donc on va voir sur. Je vais regrouper sur les récents, sur les 5 dernières minutes là, pour voir. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Ok, autant pour moi. Donc effectivement, le front-end a été redémarré maintenant. Donc ici tout va bien. Donc ouais, je peux le faire plus soft. Ok, je l'aurais éteint. Et normalement, il devrait réapparaître dans. Donc en fait, ce Heartbeat, hein, voilà, il est à nouveau dans. Donc ce qu'il fait, c'est juste un petit ping régulier, c'est configurable, là c'est toutes les 10 secondes, je crois, ou 5 secondes, je ne sais plus exactement. Et il fait ce ping, et en même temps, il collecte les temps de réponse que vous avez. Donc ça peut être pratique si jamais vous servez aussi des services sur la planète, à différents endroits différents. Vous pouvez mettre dans différents data centers la petite sonde Heartbeat pour aller monitorer vraiment ce que voient vos gens en Asie, en Europe, aux États-Unis, etc. Pour avoir différentes sons de cloche finalement, différentes sources là-dessus. Je vais vous montrer juste la configuration de Heartbeat. Il faut que je me connecte ici sur Monitor. Voilà, c'est celle-là. Laisse ETC Heartbeat YAML. Ok. Donc ce que je dis, je monitore le endpoint qui s'appelle ELF ici, de Xira. Et si je regarde celui-là, ouvrir l'URL, est-ce que ça marche? Ouais, non. Ah ben je l'ai tué du coup. C'est vrai qu'il faut que je le redémarre. Start. Ok. Mais je dois pouvoir le faire sur l'autre. Pardon. Je m'embrouille dans les fenêtres. Voilà. Donc je monitore ELF sur le front, je monitore ELF sur le back. Donc celui-là, il devrait fonctionner par contre. Ok. Donc c'est juste en fait, là c'est du Spring. Et donc il me dit juste un petit, il fonctionne quoi. C'est tout. Ok. Donc vous voyez, vous paramétrez comme ça. Là c'est toutes les 10 secondes. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je m'attends à avoir un statut 200. Pareil, on monitore Kibana, on monitore l'instance cloud. Là pareil, vous avez vu des mots de passe que vous n'auriez pas dû voir, etc., etc. Plein d'autres choses. Si quelqu'un essaye à tenter des connexions SSH, on peut essayer de voir ça. On peut aller voir dans le dashboard qui s'appelle SSH. Qui a tenté des connexions SSH sur les 15 dernières minutes? Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça? Ah oui, il y a eu des tentatives quand même. Vous avez tenté de vous connecter en route. Qui a fait ça? Quelqu'un a tenté? Non? Ouais, bon. On a peut-être sinon un process, je ne me rappelle plus. Hein, donc je crois qu'on peut aller voir ici quels sont les logins qui ont été faits. Ou quelles sont les commandes sudo. En fait, tout ce truc d'audit en fait, que vous avez, qui est aussi natif, vous permet aussi de voir toutes ces tentatives d'intrusion éventuelles que vous pourriez avoir sur votre service. Alors, sur nos services, on utilise Spring Boot et on a aussi des métriques qui sont disponibles ici. Donc, par exemple, on peut aller voir, je ne sais pas, celui-là, process. Je ne sais pas s'il a un intérêt ou pas. Ces informations. Et ces informations sont exposées aussi via JMX, si ma mémoire est bonne. Et donc, ce que fait MetricBit, c'est qu'il va aussi se connecter via quelque chose qui s'appelle Geolokia et va récupérer tous ces métriques. Donc régulièrement, ouais, j'aurais pas dû prendre celui-là parce qu'il ne bouge pas. Et si je prends le CPU, CPU usage, celui-là, ouais, système CPU usage, il est bien. Tac. Et on va ici. Donc celui-là, il devrait, voilà, bouger régulièrement.
bah, toute cette information-là, en fait, MetricBit va aussi la collecter. Donc c'est ce qui va vous permettre de voir sur votre application ce que votre application ressent au niveau des métriques. Donc on peut faire comme tout à l'heure. Normalement, on peut retourner dans la visualisation si on a besoin d'analyser cette partie-là, hein. Se faire sa propre visualisation en utilisant le Time Series Visual Builder. Pour ça, on va aller voir on va l'appeler HIP Usage in percent, pourquoi pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de nous calculer une moyenne sur le champ qui s'appelle Jolokia HIP Usage. C'est celui-là, used. Ok. Donc là, on a une information. Ouais, par contre, j'ai pas mis les bonnes dates. Je vais mettre juste sur les 15 dernières minutes. Ok. Et je vais arrêter ça. Donc là, on voit notre usage de la HIP. Ce qu'on peut faire, c'est donc rajouter un autre calcul et lui dire, au lieu de prendre que la moyenne, tu vas aussi prendre le HIP max qui a été configuré. Okay. Donc ça, c'est le max, il ne bouge pas, c'est ce qui avait été configuré. Okay. Et ce qu'on peut faire, c'est rajouter du coup un nouveau métrique dessous. On va lui demander de nous faire un calcul. On va lui dire, tu vas nous faire un math, ça s'appelle, des maths. Alors, on a besoin de deux variables en entrée. Il y a un truc qu'on va appeler AVG, qui va être cette ligne-là. Donc on va rentrer le résultat de cette ligne dans une variable qui s'appelle AVG. Et on va rentrer dans une variable qui s'appelle max le résultat de cette ligne-là. Et là, maintenant, on peut calculer une expression. On peut faire params.avg divisé par params.max. Et là, en fait, ce que vous voyez maintenant, alors c'est plus en bytes, c'est un pourcentage. Donc on va changer les options, on va dire c'est plus des nombres, c'est des pourcentages. Donc voilà le pourcentage d'usage de ma HIP, en fait, en récupérant mes deux métriques, en faisant une petite combinaison comme ça, j'arrive à calculer, et en tout cas à visualiser surtout, quel est mon pourcentage d'usage de HIP. Il y a un truc qui est pas mal, alors je ne sais pas si ça va marcher dans ce cas-là, parce que mon collègue il a sans doute pas redémarré l'application depuis longtemps, mais en fait ce qu'il a fait c'est qu'à chaque fois qu'il redémarre via son script l'application, il écrit dans un index particulier d'Elasticsearch une donnée pour dire j'ai fait une opération, j'ai redémarré quelque chose. Et ce truc-là, on peut l'utiliser, on peut rajouter ici une nouvelle ligne qui va être, je sais pas, on va appeler ça les events, par exemple, où on va lui dire, on va aller voir une annotation, comment ça fait ? Comment on fait déjà ? J'ai un doute. Ouais, c'est statique. Je crois que c'est static value. Non, static value, c'est l'inversé l'horizontale. Ah ben, j'ai un doute là. Ah, pardon. Autant pour moi. Je suis perdu. Il y a un endroit où on peut rajouter les annotations. C'est pas ici. Eh bien, je ne vais pas vous le montrer. Ah, c'est là, bon sang. L'onglet annotation, voilà. C'était trop évident. Donc, j'ai un index qui s'appelle events, ici. Le timestamp, pourquoi je ne l'ai pas ? Il ne s'appelle pas events ? Alors, excusez-moi, je vais juste aller regarder quel est le nom de mon index, que je ne me rappelle plus. Get cat indices, je ne me rappelle plus dans lequel il l'écrit. Il me semblait que c'était events pourtant. Si, events, il est là. Alors, donc events. C'est peut-être parce que sur la période, j'ai pas d'événement en fait. Donc je vais faire sur les 30 derniers jours. Ouais, c'est ça. Donc je rajoute add timestamp.
c'est l'indication de mon champ temporel. Et les champs que je veux voir, c'est le user, le host et application. Et normalement, ici je vais écrire. Donc c'est syntaxe moustache. Je récupère, user, run. J'écris ce que je veux en fait ici. Hein. Application. Donc j'ai récupéré de chacune des événements les informations, les champs user, host et application. Et là je les écris sur mon libellé host. Et voilà, donc j'ajoute en fait ici ces informations sur mes données time series. Donc je couple les deux avec ces annotations. Donc là on voit que Philippe a déployé le front-end, le back-end, monitor, etc., etc. Il a fait un certain nombre de tâches. Ok. Allez, je vais prendre encore quelques minutes, même si on a commencé en retard. Ce que j'ai fait pour vous montrer un petit peu plus ce qui se passe, ce que vous pouvez faire au niveau APM, en fait, j'ai déployé aussi en local, ça vous ne le verrez pas du coup à distance. J'ai un Spring Boot ici qui a démarré. Et j'ai un back-end et un front-end, c'est exactement ce qu'on vient de voir, sauf que je lui ai rajouté quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Notamment, j'ai un endpoint qui s'appelle generate ici. Sur le front-end, si j'appelle generate, ça va appeler le back-end et ça va appeler l'URL qui s'appelle add. Et si je vais voir ce qui se passe dans le back-end quand je fais un add, il est où? Il est là. Un add. En fait, ça me permet de rajouter une nouvelle personne. J'ai mis un truc, une lubie avec mes démos, avec les objets personnes. Donc, ce sont des personnes qui sont générées aléatoirement, où je vais, avec Spring Boot, en fait, utiliser mon person repository qui est ici, qui est juste un CRUD, okay, et je vais sauvegarder une personne dans la base de données MySQL. Okay. Donc, j'ai mon back-end qui me permet de faire ça, d'écrire dans MySQL, et j'ai mon front-end qui appelle le back-end pour faire ça. Et je peux générer comme ça, je vais faire plein d'appels différents. J'ai démarré mes applications avec des options. Donc je vais vous les montrer ici. Ici, pour faire de l'APM, en fait, j'utilise quand je démarre mon application, j'utilise un agent Java qui est justement mon APM, mon client APM Java. Tout à l'heure, je vous disais, on a une sorte de composant qu'on pourrait mettre avec les bits, là, mais en fait, c'est celui-là. Il fait cette collecte, quelque part. Je donne un petit nom au service que je suis en train de monitorer, qui s'appelle backend. Quelle est l'URL de mon service d'APM? Et puis, quels sont les packages de mon application Java que je souhaite regarder. Et j'ai fait la même chose pour le front-end, c'est exactement le même principe. Je ne vous le montre pas, mais sauf que j'ai changé le petit nom. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais faire des opérations, mon agent va collecter de la donnée, va envoyer ça dans un index vers l'agent Elasticsearch, vers l'agent APM serveur, qui lui va faire de la transformation et ne pas flusher trop Elasticsearch et régulièrement envoyer l'information vers Elasticsearch. Tout ça, ça tourne. Avec ici, j'ai un petit Spring Boot, donc j'ai démarré, pas un Spring Boot, un Docker Compose, pardon. J'ai mon instance Elasticsearch qui tourne, j'ai mon instance Kibana qui tourne localement, et j'ai aussi démarré le serveur APM, qui lui est exposé sur le 82.00. Okay. Donc ça me permet de dire, là si je regarde sur les 15 dernières minutes, vous voyez, il se passe rien de spécial, parce que je fais aucune transaction. Donc j'ai un petit peu comme tout à l'heure, je peux faire des appels 200, okay. Des erreurs 500, exactement ce qu'on a vu. Hein. Tac. Et je peux dire, allez, génère-moi 10 personnes de façon aléatoire. Donc, quand je clique ici, j'appelle mon front-end, qui appelle 10 fois le back-end, qui lui va faire 10 insertions. Okay. C'est ce qu'il a fait. Si je regarde dans mon truc APM, je vois que ça y est, j'ai de la donnée qui commence à être collectée en fait. Je vois que mon front-end, il a pris des requêtes. Alors je vois le nombre de transactions qui ont été faites. Alors tiens, tant que j'y suis, je vais en générer un petit peu plus. Je vais en faire une centaine ici. Ok. Et puis une nouvelle centaine. Donc là, on va voir normalement le nombre de transactions sur le back-end qui devrait augmenter fortement, parce que je shoot le back-end. Hein.
Si je vais voir ce qui s'est passé au niveau du front-end, je clique. Donc je vais voir les différentes appels que j'ai eus, les différents codes erreurs. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, mais bon, vous avez une vision cette fois de votre service qui tourne finalement en prod. Là. Je peux regarder les différentes erreurs que j'ai vues, ce qui est bon. Par exemple, si je vais voir good. Okay. Bon, j'ai pas grand chose à voir ici dans ce cadre-là. Je vais plutôt aller m'intéresser au back-end, qui est un petit peu plus sympa. Si je regarde le back-end sur les 5 dernières minutes. Okay. Donc on voit mes différents appels qui ont été faits, notamment j'ai eu des appels qui ont été faits sur ce add new person. Si je clique sur cette requête, bah, je vois la distribution de mon temps de réponse sur cette requête en particulier. J'en vois une qui a été un peu plus lente, alors c'est pas exagérément lent, hein, c'est 38 millisecondes ici, vous voyez rien de flagrant, mais si vous aviez un service qui était assez lent, vous pourriez le voir ici. Donc je vais cliquer sur celle-là par exemple, qui était la plus lente, entre guillemets. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein d'informations sur la requête, la réponse, tout ça, c'est de l'information qui est collectée, mais en plus, vous avez les appels SQL qui ont été faits. Comme c'est un APM, il sait travailler et interpréter tout ce qui est appel JDBC. Donc là, c'est typiquement ce qu'il fait. Si on va voir celui-là, bon, bah, c'est une séquence Hibernate. J'ai 3 tables, en fait, j'écris dans 3 tables dans mon cas. Donc là, il en fait un, il met à jour la séquence, il a besoin d'un deuxième ID pour mon autre table, il a besoin d'un troisième ID pour ma troisième table, okay, et à la fin, il fait vraiment les insertions. Il insère dans ma table adresse, etc., etc. Et ce que vous pouvez voir en plus, c'est que ça, c'est fait à la ligne 79 de votre code source. Alors là, on n'a pas encore le lien avec le code source, mais ça va pas tarder, ce truc-là. Mais ça vous donne en tout cas une vision, cette fois, d'un point de vue performance. Si tout d'un coup, vous avez quelque chose qui commence à déconner au niveau des performances de votre application, vous mettez juste l'agent, vous le démarrez avec l'agent, votre applicatif, et vous allez, comme ça, avoir tout un tas d'informations sur votre vie en prod, et comprendre ce qui est en train de se passer, où est-ce que c'est en train de ralentir, etc. Ça marche avec plein de langages différents. Là, c'est en Java. Alors, en Java, c'est assez nouveau encore. Tout n'est pas couvert, loin de là. Mais c'est en train de s'enrichir petit à petit. Une des autres choses qui nous manque, moi qui me manque cruellement, c'est pour l'instant la notion de traces distribuées. Pour l'instant, vous n'avez pas ce lien entre le front-end, le back-end, et vous pourriez aller directement, aller cliquer et puis voir exactement tout ce qui s'est passé depuis un appel de haut niveau jusqu'en bas. C'est en train d'être travaillé, ce truc-là. Mais bon, ça progresse petit à petit. Bonne question. Je crois que c'est du sampling. Parce que je crois que quand je l'avais bombardé, j'avais vu que j'avais pas toutes les traces ici. Oui, c'est ça, l'overhead n'est pas important. Sachant qu'en plus, l'agent n'écrit pas directement dans Elasticsearch, et ça c'est volontaire. L'agent envoie au serveur APM de façon à ce que lui ensuite fasse de la tambouille, éventuellement drop des trucs. Il y a à la fois l'intelligence dans l'agent, un peu d'intelligence dans l'agent, et pas mal d'intelligence dans le serveur aussi. Okay. Voilà, ça on a vu. Une fois que vous avez tout collecté, de la donnée, que ce soit de la donnée APM, parce que APM finalement c'est quoi? Ça n'est ni plus ni moins que de la donnée qui est collectée dans un index Elasticsearch. Vous pouvez aussi déclencher des alertes dessus, sur vos logs, sur n'importe quoi. Ça c'est avec des licences payantes par contre. Et faire du machine learning, c'est pareil, c'est des licences payantes pour faire du machine learning. Tout le reste, tout ce que je vous ai montré, APM, allez-y, c'est gratuit, profitez, jouez avec, faites des rapports autant que vous pouvez. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Si vous voulez jouer avec les dashboards qu'on vient de voir, vous pouvez aller sur l'URL dashboard.zira.whatthefuck et du coup vous verrez les dashboards en lecture seule. Par contre, vous ne pourrez pas créer des visualisations et tout ça, mais vous pourrez aller voir un petit peu les données qui sont collectées par le service que Philippe a lancé. Voilà, je vous remercie. Dernier mot. Passez sur notre stand, il y a une imprimante 3D à gagner, il suffit juste de remplir votre email. Même si vous donnez votre email et vous dites « je ne veux pas être contacté plus tard », vous participez au tirage au sort, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de problème. Voilà, et donc venez nous voir pour avoir plus d'explications. Merci et bonne journée.